Cette vidéo a un but informatif. Elle vise à actualiser, vulgariser et regrouper les principaux arguments indépendantistes en un endroit, les rendant donc plus accessibles. On répète souvent dans les médias la mort annoncée du mouvement indépendantiste qu'on attribue au manque d'adhésion des jeunes à ce projet. En effet, les jeunes sont moins souverainistes que les générations précédentes. Par contre, j'attribue pas ça à une soudaine ferveur des jeunes envers le fédéralisme canadien, mais bien à la sortie graduelle de la question nationale du débat public dans les 20 dernières années. On ne parle plus d'indépendance parce que c'est un sujet sensible, mais la question n'est toujours pas résolue. Les jeunes étant peu informés ou mal informés, ils restent pour le statu quo, en l'occurrence contre l'indépendance. Ainsi, je souhaite réduire ce problème en faisant cette vidéo qui est pour audience cible la jeunesse québécoise. Quel que soit votre âge, je vous invite à poursuivre votre visionnement, mais je vous encourage encore plus si vous faites justement partie de cette audience cible. Sur ce, bon visionnement. L'économie est souvent considérée comme le point faible de l'argumentaire indépendantiste. Dans cette partie, je vais démontrer que c'est tout le contraire, tout en démêlant certaines conceptions erronées. Certains doutent de la capacité du Québec à devenir un pays. Pourtant, par rapport aux autres pays du globe, le Québec détiendrait une position avantageuse sur de nombreux aspects. Le Québec serait le 18e plus grand pays du monde, avec une superficie totale d'1,7 million de km². Le sous-sol québécois regorge de ressources minières précieuses et le Québec possède 3% des réserves d'eau douce au monde. Pour la démographie, le Québec a 8,57 millions d'habitants, ce qui le classerait au 102e rang des pays les plus populeux, vers le milieu du classement. Le Québec se classerait au 33e rang des pays du monde pour son PIB par habitant et au 21e rang parmi les pays de l'OCDE. Le Québec se classe systématiquement dans le premier quintile de toutes les mesures de richesse internationale et possède une économie développée. Selon les années, le Québec se place au premier ou au deuxième rang des pays du monde selon l'indice économique du vivre mieux. Et finalement, le Québec exporte 50% de ce qu'il produit, un pourcentage plus haut que le Canada ou les États-Unis. L'argument économique le plus connu contre la souveraineté est certainement l'existence de la péréquation. En effet, ce programme fédéral transmet des fonds du reste du Canada vers le Québec pour assurer une qualité de vie similaire partout au pays. À première vue, c'est un marché excellent pour le Québec et une preuve sans équivoque que le Québec profite bien de son appartenance au Canada. Or, c'est tout le contraire. La péréquation serait mieux décrite comme une mince compensation des coûts encourus par le Québec de faire partie du Canada. En effet, les bénéfices de la péréquation sont rapidement annulés par les dédoublements administratifs et programmes fédéraux ne bénéficiant pas le Québec, sans parler des sommes inconcevables que le Québec gagnerait à contrôler entièrement son développement économique. En 2012, Stéphane Gobeil publia le livre « Un gouvernement de trop ». Dans cet ouvrage, il calcule pour l'année 2010 que le Québec aurait économisé 7,5 milliards en étant indépendant. Pour la même année, le Québec a reçu 7,6 milliards en péréquation. En enlevant la partie payée par de l'argent venant du Québec, seuls 4,6 milliards ont été gagnés par le Québec en péréquation, un chiffre nettement inférieur aux 7,5 milliards de M. Gobeil. Avec ce simple calcul, je viens de prouver que la péréquation n'est pas un gain économique pour le Québec et ne compense même pas entièrement les coûts encourus par l'appartenance au Canada. Il serait aussi bon de noter que le Québec n'est pas le principal bénéficiaire de ce programme, les provinces maritimes recevant bien plus par personne, et que la péréquation canadienne est l'une des moins généreuses au monde, avec seulement 1% du PIB redistribué de cette façon. La dette publique fédérale figure également parmi les principaux arguments économiques contre la souveraineté. Il est certain que le Québec hériterait d'une partie plus ou moins grande de la dette fédérale canadienne après des négociations avec le Canada. Toutefois, une telle dette est loin d'être un obstacle à l'indépendance. La dette canadienne n'est contractée qu'au nom du Canada. Des négociations devraient donc se faire entre le Québec et le Canada pour savoir quelle partie de la dette le Québec prendrait. Plusieurs facteurs risqueraient de revoir à la baisse cette partie de la dette lors des négociations. Le Québec possède des actifs et des passifs au Canada. Durant toute la Confédération, les impôts québécois ont contribué à construire
des actifs hors Québec, comme des ponts, des aéroports, des ports, des véhicules, des bâtiments, etc. Et le Québec hériterait de ceux-ci en même temps que sa partie de la dette. Même si le Québec héritait de sa partie proportionnelle de la dette canadienne après de mauvaises négociations, le Québec serait toujours moins endetté que la moyenne des pays du G7, G20 et de l'OCDE, des organisations regroupant parmi les pays les plus riches de la planète. Le service de la dette ne serait pas non plus une nouvelle dépense, une partie de nos impôts allant déjà à Ottawa pour le service de la dette. En réalité, le Québec paie le service d'une partie de la dette qui n'aurait même pas indépendant. Des économies de 395 millions de dollars pour 2010 furent calculées par Stéphane Gobeil, même avec un scénario plutôt pessimiste. Un autre argument malhonnête contre l'indépendance est la croyance selon laquelle le Québec ne pourrait plus utiliser le dollar canadien lorsqu'indépendant et perdrait donc les avantages reliés à celui-ci. C'est entièrement faux. Il faut savoir que les devises financières, la monnaie, c'est un bien comme un autre sur les marchés financiers. C'est-à-dire que ça se vend et ça s'achète librement. Si le Canada voulait empêcher le Québec d'utiliser le dollar canadien, le Québec devrait vendre tous ses dollars en vue de les remplacer par une nouvelle devise. Ce qui ferait que environ 20 à 25% de la masse monétaire canadienne se retrouverait à vendre en même temps. L'offre serait beaucoup trop grande pour la demande et donc la valeur du dollar baisserait beaucoup. Ce serait une catastrophe économique pour le Canada et le dollar se retrouverait très dévalué. Il ferait donc plus de sens en fait que le Canada supplie le Québec de garder le dollar afin d'éviter un tel scénario que le contraire. J'ai déjà mentionné le développement économique selon les intérêts québécois. C'est un fait, les intérêts économiques du Québec et du Canada ne concordent pas et souvent même s'opposent. Les principales exportations du Canada sont le pétrole brut et raffiné et l'automobile, à 24% en 2018. Les principales exportations du Québec sont l'aluminium et les produits reliés à l'aéronautique. Nos intérêts sont donc déjà divergents, mais cela va encore plus loin. Les principales importations du Québec sont le pétrole et l'automobile, à 19% en 2018. Ainsi, la meilleure façon de réduire la dépendance à l'extérieur du Québec serait de se concentrer sur la diminution de la consommation de ces deux secteurs, tandis que tout ce qui aiderait les secteurs pétroliers et automobiles favoriserait l'économie canadienne. Nos intérêts ne sont donc pas seulement divergents, ils sont diamétralement opposés. Alors qu'un Québec indépendant pourrait contrôler entièrement son développement économique sans interférence extérieure, le Québec d'aujourd'hui est aux prises avec un Canada qui nuit activement à ses intérêts économiques. Ces différences se voient de plusieurs façons. On pourrait nommer les subventions canadiennes aux énergies fossiles qui ont atteint 3,3 milliards de dollars en 2016, ou bien les 300 millions par année investis dans les chaires de recherche du Canada, qui financent des études choisies selon les intérêts du Canada, même au Québec. Une des conséquences les plus drastiques de cette réalité est toutefois la négociation des traités et accords commerciaux. Dans le monde de libre-échange et de mondialisation dans lequel nous vivons, protéger des secteurs stratégiques de son économie et négocier des accords selon ses intérêts est absolument vital. Néanmoins, ce champ de compétences reste complètement hors du contrôle du Québec-Province. Il en coûte au Québec de faire partie du Canada. Cette affirmation a été justifiée par nombre d'ouvrages depuis les années 90, notamment la commission Bélanger-Campeau en 1991, Budget de l'an 1 par François Legault en 2005, Un gouvernement de trop par Stéphane Gobeil en 2012, ou plus récemment, en 2016, Finances d'un Québec indépendant par Maxime Duchesne. Ces coûts se présentent de plusieurs façons. Le Québec finance plusieurs programmes fédéraux dont il ne bénéficie pas ou peu. Les subventions canadiennes hors Québec sont aussi un inconvénient évident, aux industries du pétrole en Alberta ou de l'automobile en Ontario par exemple. Les dédoublements et chevauchements administratifs ainsi que la bureaucratie inutile et inefficace seront chaque année beaucoup d'argent. Ceux-ci ne doublent pas les services comme on pourrait le penser. Au contraire, ils créent des affrontements et des incohérences qui ne font que gaspiller les ressources et l'argent des contribuables. La mauvaise gestion des finances au niveau fédéral se voit dans des aberrations telles que l'augmentation des dépenses des ministères fédéraux de 107% entre 1998 et 2010. Seulement se libérer du lest de la bureaucratie canadienne sauverait environ 2 milliards annuellement au Québec. Se débarrasser de la monarchie britannique serait aussi une si facile économie. Dans le Canada, le Québec doit payer pour des mesures de loi qu'il n'a pas votées, ou même des gains impopulaires.
Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg, les coûts vont bien plus loin que cela. Les pertes vont du secteur de l'agriculture au transport, en passant par la défense. Avec tout cela, M. Gobeil a calculé en 2010 qu'un Québec indépendant aurait économisé 7,5 milliards de dollars, un montant phénoménal qui est malheureusement jeté par les fenêtres. La culture et la langue ont toujours été à l'avant-plan de l'argumentaire indépendantiste pour des raisons évidentes. Difficile d'avancer que le Canada protégerait mieux la langue et la culture au Québec que le Québec lui-même. Bien que les inquiétudes quant à la survie du français soient plus portées par les générations précédentes, elles demeurent encore grandement d'actualité. Pour les quelques cyniques qui ne verraient pas pourquoi la défense du français en vaut la peine, au-delà des raisons plus émotionnelles, il en existe des parfaitement logiques. La langue est un outil essentiel de cohésion sociale. En effet, la langue est au cœur de l'identité d'une société et est un outil de communication qui est vital à l'échange des idées nécessaires à la démocratie. Sans langue commune claire, il se forme des barrières entre les communautés qui nuisent grandement à la démocratie et au bon fonctionnement de l'État. À l'international, l'avenir est prometteur. Selon les projections des Nations Unies, la langue française sera la langue la plus parlée au monde en 2050. La langue française est donc une langue d'avenir qui offrira au Québec des possibilités alléchantes s'il décide de la garder en tant que langue de société. Le français est en déclin au Québec et au Canada. Entre 2001 et 2016, le français comme principale langue d'usage à la maison a reculé de 2,5% sur l'ensemble du Québec et de 3,3% sur l'île de Montréal. Au Canada, le poids démographique du français comme langue maternelle est passé de 29% en 1951 à 22% en 2006, une perte du quart de son importance en 50 ans. La chute s'accélère, autant de points de pourcentage ayant été perdus entre 1951 et 1961 qu'entre 2001 et 2006. La majorité anglophone, pendant ce temps, est passée de 59 à 58%. Le Canada, loin d'être étranger au déclin du français, y participe activement. Le Canada met sur un pied d'égalité le français et l'anglais, sans prendre en compte le statut particulier minoritaire du français au Canada et en Amérique du Nord. Le Canada prône un libre-échangisme linguistique où n'importe qui au Canada est capable de choisir entre le français et l'anglais. Sur papier, cela sonne raisonnable. En réalité, cela revient à une politique d'assimilation du français. L'anglais étant la langue internationale par excellence et plus facile à apprendre que le français, elle a un pouvoir d'attraction bien plus grand que le français, même au Québec. Dans le reste du Canada, en 2006, les minorités francophones s'anglicisaient à 50% au cours de leur vie, une augmentation de 10% en 35 ans, mais surtout un seuil rendant le processus irréversible. La situation est bien moins catastrophique au Québec, mais des mesures doivent être prises pour renverser la tendance. Malheureusement, le Canada n'est pas là pour aider. La justice canadienne et plus particulièrement la Cour suprême du Canada ont invalidé à plusieurs reprises des lois destinées à la protection du français au Québec. Leur jugement se base sur la Constitution canadienne de 1982 qui n'a jamais été ratifiée par le Québec et qui a été décidée sans le Québec. Le Québec se retrouve donc à devoir respecter une constitution qui lui a été imposée sans son accord. La loi 101, par exemple, fut invalidée à 179 reprises en date de 2018 par les tribunaux canadiens. Les lois, décrets et règlements étaient promulgués en français seulement, bien qu'une version anglaise soit aussi publiée, jusqu'à ce que la Cour suprême invalide cette disposition pour obliger le Québec à ce que les versions anglaises et françaises aient la même valeur juridique. Les nuances perdues dans la traduction devinrent ainsi officielles. De même, la Cour suprême obligea le Québec à abandonner le français comme seule langue des tribunaux, alors que l'unilinguisme anglais trône toujours au Canada anglais. Ce ne sont que deux des centaines d'exemples que j'aurais pu donner. L'immigration peut être la clé de la survie du français au Québec. Le taux de natalité des Québécois francophones étant relativement bas, une immigration francophone forte ou une francisation efficace des nouveaux arrivants pourrait augmenter énormément le pourcentage de Québécois parlant français à la maison et au travail, et assurerait ainsi la pérennité du français au Québec. Malheureusement, ce n'est pas le cas au moment où je vous parle. Alors que 10% des immigrants devraient se tourner vers l'anglais et 90% vers le français pour garder les proportions actuelles, c'est plutôt 50-50 actuellement.
En effet, le Canada est un pays bilingue et on peut s'en sortir sans connaissance du français à Montréal. Donc, pourquoi apprendre le français? Le libre choix linguistique offert par le Canada aux immigrants a pour effet d'assimiler lentement la majorité francophone. Un Québec indépendant aurait tout le contrôle sur son immigration et aurait ainsi tous les outils pour protéger le français. Le Québec pourrait, par exemple, exiger une connaissance du français avant d'immigrer au Québec. Les possibilités sont infinies, le Québec ayant le contrôle total sur son immigration. On pourrait dire que certains partis politiques fédéraux pan-canadiens promettent du changement, qu'ils sont d'accord avec la protection du français et veulent travailler avec Québec en ce sens. Un seul bémol, la population canadienne n'est pas en accord sur plusieurs enjeux clés. En 2011, un sondage fut effectué en vue des élections fédérales, où les participants devaient mentionner leur circonscription avant de répondre aux questions. On peut donc voir que les Canadiens sont fortement opposés à l'idée que seuls des juges parlant anglais et français puissent être nommés à la Cour suprême, tandis que les Québécois sont davantage en accord. Même scénario pour parler anglais ou français devrait être une condition pour immigrer au Canada, bien que moins extrême. Le Québec et le reste du Canada ont des visions radicalement opposées sur la culture. Alors que les Canadiens sont fortement opposés à ce que le Québec soit reconnu formellement en tant que nation dans la Constitution, les Québécois, eux, approuvent fortement. Les Canadiens pensent aussi que le gouvernement central canadien devrait avoir son mot à dire dans les décisions concernant la culture au Québec, aggravant les problèmes déjà causés par son immixtion négative. Sans surprise, les Québécois sont très en désaccord. Un Québec indépendant veut dire la pure et simple disparition de tous les inconvénients liés à l'appartenance au Canada. Le Québec indépendant pourra mieux protéger le français, tout simplement parce qu'il aura tous les outils pour le faire à sa disposition. Le Québec indépendant n'aurait plus à compter sur la bonne volonté du Canada pour promulguer des mesures protégeant le français, ou même pour tout simplement ne pas faire annuler les mesures créées par le Québec. Cette partie n'est pas une partie en tant que telle. Après avoir rédigé mes deux premières parties sur les grands sujets que sont la langue et l'économie, il me reste encore de nombreux arguments indépendantistes valides. Voici donc un certain melting pot d'arguments ayant peu en commun, mais assez important pour ne pas être exclus. Comme déjà dit dans la partie économie, les secteurs polluants de l'auto et du pétrole font à peu près le quart des exportations canadiennes. Il est donc dans les intérêts du Canada à ce que la consommation mondiale de ces deux secteurs continue à augmenter et ainsi la pollution reliée à ceux-ci. De plus, le Canada n'exporte pas n'importe quel type de pétrole, mais bien un des plus polluants, celui des sables bitumineux. Le Canada a ainsi quitté le protocole de Kyoto en 2011, le premier pays à faire de même. Le Canada fait figure de cancre environnemental, avec ses émissions de gaz à effet de serre augmentant rapidement pendant que le reste de la communauté internationale essaie de réduire les siennes pour éviter le pire. Dans le Canada, le Québec n'a pas tous les pouvoirs pour mieux faire environnementalement, plusieurs champs de compétences étant de niveau fédéral. Mais sans le Québec, le Canada ne serait-il pas encore pire environnementalement? Peut-être, mais le Québec ne fait déjà plus le poids face au reste du Canada. Il est déjà possible de gagner une élection sans les votes verts du Québec. Le Québec, avec son hydroélectricité, pourrait servir de modèle à l'international environnementalement, à la place d'essayer de tirer la couverture de son bord à l'intérieur du Canada. C'est absurde que des lois auxquelles sont soumises les Québécois soient votées hors du Québec par des gens majoritairement élus par des non-Québécois. Certains pourraient prétendre qu'un Canadien en Alberta et qu'un Canadien au Québec sont pareils, mais la réalité est tout autre. Depuis l'échec de l'accord du lac Meach en 1990, 9 élections fédérales ont eu lieu. Pour 6 d'entre elles, le gouvernement élu n'était pas le premier choix des Québécois. Le meilleur exemple que je pourrais donner est l'élection fédérale de 2011. En 2011, le Parti conservateur de Stephen Harper est réélu avec un gouvernement majoritaire. Et cela, même si un maigre 10% des Québécois ont voté pour lui. Nous nous retrouvons donc avec un gouvernement qui gère un territoire avec l'appui de 10% de sa population. Et malheureusement, ce problème ne peut aller qu'en s'aggravant. Le poids démographique du Québec dans la Fédération canadienne baisse d'année en année et M. Harper a prouvé qu'un parti fédéral pouvait prendre le pouvoir sans avoir à séduire les électeurs du Québec.
On peut donc s'attendre à ce que le Québec soit sous l'emprise d'un gouvernement fédéral qui lui ressemble de moins en moins. Résultat, des lois, des politiques, des décisions affectant gravement le Québec, mais qui ne sont pas prises par le Québec. Des mesures d'un gouvernement de gauche à Québec pourraient être annulées par un gouvernement de droite à Ottawa, et vice-versa. Il y aura toujours le gouvernement canadien qui ne nous représente pas pour prendre des décisions contraires aux intérêts des Québécois. Un tel scénario est réaliste dans un Québec-province. Dans un Québec-pays, il est tout simplement impossible. Un Québec indépendant ne sera jamais géré par un gouvernement qu'il n'a pas élu. Ainsi, l'indépendance est bénéfique et même nécessaire à la démocratie. Un des effets les plus bénéfiques de l'indépendance est à mon avis l'ouverture sur le monde. Le Québec souverain pourra parler de lui-même à l'international et avoir un bien plus grand effet sur le monde que le Québec province. De plus en plus de décisions sont prises au plan international avec la mondialisation, il est donc urgent que le Québec ait une voix. Nos intérêts ne seront jamais aussi bien défendus que par nous-mêmes dans des négociations internationales d'égal à égal avec d'autres pays. En tant que province, le Québec doit s'échiner à demander aux délégations canadiennes de présenter ses demandes, en espérant qu'elles acceptent. Le Canada combat activement les vains efforts du Québec de se donner une voix à l'international parce qu'un pays doit parler d'une seule voix. Les absents ont toujours tort et le Québec ferait mieux de ne pas en faire partie. Bien sûr, on pourrait alléguer que tous ces problèmes pourraient être résolus en réduisant l'étendue des champs de compétences du gouvernement fédéral au profit des provinces, une solution bien moins radicale à l'indépendance pure et simple et avancée par des partis autonomistes tels que la défunte Action démocratique du Québec. Je suis entièrement d'accord, mais le réalisme d'une telle solution reste à voir. Le gouvernement canadien a une longue histoire de centralisation. À chaque fois qu'un nouveau champ de compétences doit être régi, il revient automatiquement au gouvernement fédéral. Ainsi, le pouvoir du fédéral ne peut que s'agrandir au grand désarroi des provinces. Mais le Canada ne se contente pas de ses propres champs de compétences. Il faut savoir que le Canada a un droit de dépenser. Ça veut dire que même si la santé est un domaine provincial, le gouvernement canadien a tous les droits de dépenser dans ce domaine. Et il ne se prive pas de ce droit. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous sortez de celle-ci plus informé que quand vous y êtes rentré. Comme c'est un projet d'école et que j'ai besoin d'une rétroaction, il serait très apprécié si vous répondiez aux questions qui devraient s'afficher en haut à droite de votre écran. Si vous avez remarqué des erreurs dans mon raisonnement ou dans les informations incluses dans la vidéo, je vous prie de m'en faire part dans les commentaires. Je ne voudrais pas contribuer à la désinformation que je souhaite combattre. Si vous avez des questions ou voulez des informations plus détaillées sur certaines choses incluses dans la vidéo, n'hésitez pas à écrire un commentaire et je vous répondrai du mieux que je puisse. Si vous souhaitez en apprendre plus à ce sujet, je recommande 2 livres. Le livre qui fait dire oui par un collectif dirigé par Sol Zanetti ou pour des lecteurs plus assidus, L'indépendance maintenant du collectif des intellectuels pour la souveraineté. Mes sources devraient être en description et accessibles, sauf pour les livres payants que j'ai consultés.